Merci à tous d'être présents. Merci à ceux qui sont ici. D'abord, à nos intervenants. Il va en manquer un qui va être en ligne. Finalement, Jean-Philippe Cavrois a un petit empêchement ce matin. Il va être en ligne. Et merci à ceux qui sont dans la salle. Alors, on est dans cette configuration comme pas beaucoup, où il y a finalement plus de monde en ligne que de monde dans la salle. C'est quelque chose d'un petit peu bizarre. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Et merci d'être là pour ce sujet que Robert va effectivement introduire, le Payment for the Flow, qui est un mécanisme qui permet à un courtier d'être rémunéré par un autre intermédiaire et non par ses clients investisseurs pour des ordres qu'il s'engage à lui confier et qui ne passent pas par un marché réglementé. C'est une pratique illégalement répandue en Europe et qui pose un certain nombre de questions opérationnelles et de principes. Il y a deux circonstances récentes qui nous ont conduit à organiser la réunion d'aujourd'hui. D'abord, la publication en mai dernier d'un white paper par l'AEFR qui soulevait la question de la cohérence imparfaite entre la volonté de l'intégration financière européenne et la flexibilité laissée à l'échelon national. Et puis, fin juin, le Conseil de l'UE et le Parlement européen ont trouvé un accord sur la pratique du PIFOF, ou plutôt sur son interdiction, puisque le compromis trouvé était une interdiction de principe avec la possibilité d'exemption jusqu'au juin 2026 pour les clients des juridictions où le PIFOF avait déjà été autorisé. Et donc, il nous a semblé utile de réunir un panel pour évoquer à la fois les conséquences à attendre de la nouvelle réglementation en termes de modèles opérationnels et puis les conséquences plus institutionnelles pour la construction de la CLU. Et donc, nous avons ce matin un panel d'experts, si je peux le dire de façon trop large comme ça. Robert Oppel, président de l'autorité des normes comptables. Nous avons en ligne Père-Ange Pérez, la présidente de l'AEFR, qui ne peut pas être présente, mais qui est présente quand même à distance. Delphine Damarcy, directrice générale d'Euronext Paris. Philippe Billot, secrétaire général adjoint de l'AEF et en charge de la direction des données et des marchés. Mathias Bassino, Market Group Lead Trade Republic. Jean-Philippe Cavrois va être en ligne. Il est à la fois président de l'Association française des produits d'investissement de détail et de bourse, l'AFPDB, et puis Senior Strategic Advisor de la Société Générale. Et Robert nous a fait le plaisir, si je peux dire, de commencer par poser quelques propos d'introduction pour cadrer un peu notre débat de ce matin. Merci Robert. Merci beaucoup. Donc, comme ça vient d'être évoqué, le Payment for Order Flow consiste en fait, pour le courtier par qui la clientèle de détail passe ses ordres de bourse, à les diriger systématiquement et contre rémunération vers un intermédiaire qui exécute l'ordre sans passer par un marché réglementé qui fonctionne sur la base d'un carnet d'ordre. Tel que je l'ai dit, ça veut dire que la question concerne essentiellement le marché des actions, qui lui-même fonctionne avec le principe du carnet d'ordre sur les marchés réglementés. Et cette question nous a mobilisés à l'AEFR pour plusieurs raisons. D'abord parce que le mécanisme du PIFOF peut affecter en profondeur la microstructure des marchés, les mécanismes de formation des prix. Ensuite, parce qu'il a une influence sur le service rendu aux clients. La commission est faible ou nulle en raison de la rémunération qui est versée aux courtiers, par ailleurs. Et donc, c'est une incitation très forte à la participation de la clientèle de détail sur les marchés financiers, mais on peut avoir un doute sur des interrogations, disons, sur le principe de meilleure exécution dans ce cadre-là. Enfin, parce que, et comme cela vient d'être évoqué à l'instant, cela constitue un cas d'école dans la dynamique du marché unique et de l'union des marchés de capitaux. Quelques mots sur ce dernier aspect, car il est vraiment spécifique à l'Union européenne. Quelque part, le PIFOF, la question du PIFOF se pose partout. Mais dans l'Union européenne, elle a une dimension tout à fait particulière. Parce que on sait d'abord que les avis divergent sur la pertinence des modèles de PIFOF et de fait, au-delà de l'Union, dans l'Union, au-delà de l'obligation qui est en fait très peu documentée aujourd'hui dans l'Union d'assurer la meilleure exécution des ordres des clients, il y a le principe est posé, mais enfin, dans la vraie vie, c'est pas tellement encadré et vérifié, on peut le dire.
on sait que dans ce cadre-là, certains pays interdisaient le PIFOF de jure, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, parce qu'à l'époque, le Royaume-Uni était dans l'Union, et où certains l'interdisaient de facto. Je pense qu'on peut dire que la France, de facto, l'interdisait, et alors que d'autres l'autorisaient et même l'encourageaient. C'était le cas en particulier de l'Allemagne. Avec le développement de l'activité transfrontière des brokers, et en particulier avec l'essor des néo-brokers, la pratique de PIFOF, qui était essentiellement nationale, a changé complètement de dimension. Et dans une zone où les prestataires de services financiers disposent quasi automatiquement d'un passeport pour proposer leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union, cette hétérogénéité des approches dans l'acceptation du PIFOF était à l'évidence insoutenable, puisqu'un pays qui interdisait à ses brokers de pratiquer le PIFOF voyait son marché son marché, et quand je dis marché, c'est à la fois la clientèle nationale, mais aussi de détail, mais aussi ses titres eux-mêmes ouverts aux brokers d'un autre pays de l'Union qui lui acceptait le PIFOF, et ce sous le seul contrôle du superviseur de ce pays home du broker. Les débats furent donc difficiles entre ceux qui préconisaient une interdiction générale et ceux qui souhaitaient une autorisation mieux encadrée. On le sait, la solution retenue fin juin est celle d'une interdiction à compter du 30 juin 2026. Mais ce qui a motivé notre papier, qui était en avril, donc avant cette décision finale, c'était l'apparition d'un possible compromis autour d'une solution dans laquelle le PIFOF serait autorisé dans les seuls pays qui l'accepteraient, donc avec une interdiction de passeporter un service fondé sur le PIFOF dans des pays qui, eux, l'auraient refusé. Au-delà des problèmes opérationnels associés à un tel modèle de Kafkaïen, nous avons considéré qu'il fallait le combattre, et c'est l'objet du papier d'avril, eh bien, car la revue de MIFIR avait vocation d'être un pas vers l'union des marchés de capitaux. Et il y avait là, dans cette disposition de compromis, entre guillemets, à l'époque, quelque chose qui était au mieux un élément de fragmentation du marché, voire une incitation à un alignement généralisé vers ce que certains considéraient comme étant le bas. En tout état de cause, une méconnaissance de la tendance lourde à la digitalisation des transactions et à la plateformisation des prestations de services était révélée par une approche aussi fragmentée. Bien entendu, si ce chemin d'accepter la coexistence d'approches nationales différentes était retenu pour la gestion des ordres de bourse des clients, cela pouvait aussi servir de précédent dans d'autres domaines et, in fine, sonner en fait le glas des ambitions de véritable union des marchés de capitaux. C'est pour cela que le papier était très orienté et très opposé à une approche de ce type-là. La raison a prévalu et cette approche nationale ne sera donc que transitoire pour permettre aux acteurs des marchés concernés par l'interdiction d'adapter leur business model. Il ne s'agit pas ce matin de refaire ce match, mais d'analyser quelles seront les conséquences de cette interdiction sur la microstructure des marchés, sur les relations avec les clients de détail et comment cet épisode peut nous servir dans le débat qui s'ouvre sur la Retail Investment Strategy et les questions des inducements. Donc, passer la parole à mes collègues, je voudrais dire un mot de la situation aux États-Unis. On le sait, le débat sur la pertinence du PIFOF là-bas a aussi été très significatif. Il avait été ouvert ce débat à la suite de l'affaire GameStop et de l'examen des relations entre Robinhood et Citadel. Une interdiction du PIFOF avait alors d'ailleurs été envisagée en 2021 par la SEC, et finalement la SEC n'a pas retenu directement cette approche, mais elle a souhaité à la fois renforcer l'encadrement de la best execution et de mettre en place une obligation de soumettre les ordres des clients de détail à un mécanisme d'enchère ouverte, et donc l'impossibilité, dans de nombreux cas, de réserver ces flux clients à une plateforme spécifique. Ces propositions, on intitulé Regulation Best Execution et Order Competition Rule, il y a deux textes de la SEC dans ces-là, ont fait l'objet d'une consultation publique fin décembre 2022 et clôturée fin mars 2023.
elles doivent déboucher sur une réglementation en avril 2024, un peu avant les élections américaines, nous verrons ce qu'il en est. Mais dans mon esprit, une approche à l'américaine n'aurait été possible dans l'Union qu'avec un superviseur unique, mais pas avec 27 superviseurs nationaux. Tout ce qui est, dès qu'on est sur les best execution, si chacun l'interprète à sa manière, c'est absolument pas possible, de mon point de vue. Même si on coordonne les superviseurs nationaux par l'ESMA, parce que ça se fait de façon plus ou moins précise, avec des décalages très très importants par rapport à la réalité des faits. Et donc, je ne pense pas que ce soit le plus efficace, surtout sur des opérations de marché qui sont dans le temps court. Donc, je vous propose d'organiser notre échange ce matin en 2 temps. Le premier sur les conséquences qu'on peut attendre de cette nouvelle réglementation européenne et le second sur les enseignements qu'on peut tirer du traitement du PIFOF pour l'émergence d'une réelle union des marchés de capitaux. Alors, sur le premier point qui est de dire, alors maintenant que la réglementation a été arrêtée, on va la mettre en œuvre, quelles conséquences on attend dans toute la chaîne des transactions sur les marchés. Je vais commencer par Mathias Bassilo parce que une partie de son business model était de s'appuyer sur cette pratique, une partie. Et alors donc elle va disparaître progressivement. Quelles seront les conséquences? Comment est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour un néo-broker aussi éminent que Fed République, est un coup fatal ou pas du tout? Vous savez gérer cela et finalement, quid pour le client final? Comment est-ce que ça va se traduire pour lui? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, dans les quelques minutes de mon intervention, revenir sur le contexte dans lequel ce débat réglementaire a eu lieu, sur les impératifs contradictoires auxquels l'Union européenne fait face aujourd'hui, et bien sûr me pencher sur les conséquences concrètes de cette nouvelle réglementation et cette revue de MiFIR principalement. Le contexte dans lequel ce débat a lieu et dans lequel le débat autour de la Retail Investment Strategy s'inscrit est celui de 3 impératifs contradictoires auxquels l'Europe doit répondre. Le premier, c'est un besoin souverain pour l'Union européenne d'avoir des places de marché réglementées fortes. Des places de marché réglementées fortes, ça implique, pour pouvoir faire venir la liquidité et donc les acteurs institutionnels sur les marchés réglementés, la présence des flux non informés des particuliers dans ces mêmes carnets d'ordre pour permettre aux clients institutionnels des marchés réglementés d'avoir leur activité. C'est un enjeu important de souveraineté européenne. Le deuxième enjeu auquel l'Union européenne fait face actuellement, c'est évidemment le mur des retraites, le vieillissement de la population et la nécessité d'une meilleure utilisation de l'épargne des Européens au service de l'économie réelle par le biais d'un investissement en bourse bien plus massif que ce qu'il est aujourd'hui, puisque l'avenir du système de retraite par répartition ne peut être assuré en Europe que si l'on y ajoute un élément de capitalisation. Le troisième enjeu auquel l'Union européenne fait face est celui du fait de garder en Europe, sur des plateformes européennes, l'épargne des Européens. C'est là aussi un enjeu de souveraineté majeur. Et dans ce contexte, les éléments de compétitivité et de compétition entre places de marché en Europe sont absolument déterminants. Dans le cadre du débat autour de MiFIR et de la réglementation du PIFOF, l'Union européenne a fait un choix qui est parfaitement louable et tout à fait légitime, qui est celui d'ajouter un mécanisme de compétition supplémentaire avec le registre centralisé des cours, la fameuse Consolidated Tape, au détriment de la participation des investisseurs particuliers grâce à un autre mécanisme de compétition entre places de marché qui était le Payment for Order Flow. Donc on a ajouté un élément de compétition
on en a retiré un, ce qui permet d'avoir une approche sans doute équilibrée entre les trois impératifs contradictoires. Ensuite, quelles conséquences pour nous? L'enjeu majeur de la participation des particuliers européens, et particulièrement des jeunes, puisque 80% de nos clients ont moins de 35 ans, est un enjeu tarifaire. C'est-à-dire que quand un foyer moyen en Europe met de côté 300 € par mois, et qu'on peut partir du principe, mettons qu'il en mette 50% en tant que jeune foyer dans un investissement risqué, s'il a 5 € de frais tous les mois sur 100-150 € d'investissement, bah évidemment, ça ne fait pas de sens économique. La performance à long terme est noyée, et donc une faible participation est là. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est évidemment une hausse des tarifs, ce qui ne sera pas notre cas à nous, puisque notre modèle d'affaires était suffisamment équilibré et donc nous permettra de fonctionner sans le payment for order flow. Les fondateurs de Trade Republic sont déjà engagés à ne pas augmenter les tarifs, donc les choses sont parfaitement claires pour nous de ce côté-là. On a un enjeu technologique majeur à court terme qui consiste à être en capacité de séparer les flux entre les flux qui viennent de clients allemands sur lesquels le payment for order flow sera encore possible jusqu'au 30 juin 2026 et les flux qui viennent de clients non allemands où le payment for order flow sera plus possible. C'est pas un enjeu technologique extrêmement complexe. On avait un canal, on avait un tuyau, si je puis dire, ce qui permettait notre efficacité opérationnelle. Pendant 2 ans, il y en aura 2, ce qui n'est pas un problème majeur. Donc, de ce côté-là, l'implémentation de l'interdiction du payment for order flow ne pose pas de problème technologique particulier. Ensuite, et j'en terminerai par là, l'enjeu majeur de l'implémentation de MiFIR pour les particuliers européens, c'est évidemment l'émergence de la consolidated tape. Nous savons tous le débat qu'il y a eu autour de ce nouveau mécanisme. Il était pour moi et pour beaucoup dans cette négociation impossible de séparer la discussion autour de la consolidated tape de la discussion portant sur le payment for order flow, puisque le doute qui pesait pendant cette négociation sur le payment for order flow était que la pratique du payment for order flow, c'est d'ailleurs présenté comme un fait dans cette introduction, que la pratique du payment for order flow a un impact négatif sur les frais implicites payés par les particuliers. Ça n'a jamais été démontré. Je crois que nous avons démontré le contraire. Ça appartient à l'histoire désormais. La seule chose qui pourra permettre de le démontrer, c'est l'apparition de la consolidated tape et la comparaison en temps réel, ce qui permettra, et j'en terminerai par là, et c'est une très bonne nouvelle pour les particuliers européens et la participation des particuliers au marché financier, ça permettra tout simplement de créer de la transparence. Et pour être au contact de millions de jeunes Européens aujourd'hui qui souhaitent investir parce qu'ils ont conscience de la fragilité de leur avenir financier, eh bien, je crois pouvoir dire que cette transparence sera la bienvenue, puisqu'elle permettra, et c'est peut-être le point le plus important, Monsieur le Président, d'avoir une vision claire et complète de la best exécution, enfin, en temps réel, en transparence. Cette transparence permettra l'établissement de la confiance et on peut l'espérer donc de maximiser la participation des investisseurs particuliers en Europe. Merci beaucoup. Je rebondis immédiatement sur un ou deux points. Vous avez dit, vous allez donc à dupliquer, avoir 2 canaux, là vous en aviez qu'un. Bien sûr, oui, pour pouvoir démontrer. Mais est-ce que cette interdiction va modifier le lieu d'exécution final pour vous des ordres? En aucune manière. Donc vous gardez le même. Mais bien sûr, puisque non, mais je voudrais juste faire un rappel quand même factuel, assez simple. Nous travaillons avec la Bourse de Hambourg, qui est un marché réglementé, qui a développé un MTF sur lequel nous exécutons les ordres de nos clients avec un market maker. Et sur ce MTF, avec le même market maker et les mêmes cotations, de nombreux acteurs beaucoup plus petits que nous utilisent exactement les mêmes cotations sans recevoir de rémunération de la part de la place de marché. Donc, voilà, c'est factuellement pas un problème. Et le dispositif opérationnel qui est le nôtre restera le même parce que c'est le plus efficace au service des investisseurs particuliers, selon nous. D'accord. Juste le deuxième point, c'est peut-être vous pouvez m'éclairer, mais là, le calendrier
de la consolidité, mais pas forcément exactement le même que celui de la... Il est évident que de nombreux acteurs ont intérêt à ce que cette consolidité voit le jour le plus tard possible et de la manière la plus faible possible. Nous serons extrêmement vigilants avec d'autres à une mise en place rapide et efficace. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Vas-y. Comment se fait votre modèle d'affaires? Je n'ai pas compris comment il allait changer. Vous présentez pour que les gens qui sont à l'extérieur sachent. Olivier Fitch, je dirige la stratégie politique de marché CF Institute. Alors, Enchanté. pardon, excusez-moi. Vous avez mentionné votre modèle d'affaires. Oui. Je n'ai pas compris comment il allait changer. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on a 3 piliers de sources de revenus qui sont à peu près équivalents. Et il y en a un des 3 qui disparaît, voilà, tout simplement. Et néanmoins, ça ne paraît pas vous. Il se trouve que c'est pas du tout un sujet économique pour nous. C'est un sujet de croissance et de créer de la confiance avec des millions de jeunes Européens. Donc voilà, la stabilité économique de Trade Republic n'est pas en danger pour les 15 prochaines années. Donc c'est vraiment pas un sujet économique pour nous. Pas du tout. Pas du tout. Le pilier de notre un des éléments. le pilier de notre modèle d'affaires, c'est le revenu que nous tirons des frais que payent nos clients sur les transactions qu'ils exécutent. Voilà, tout simplement. Ce qui n'est pas impacté. Et si je peux juste terminer sur une remarque plus personnelle, parce que ça me tient à cœur, il y a des acteurs dont la survie dépend exclusivement du payment for order flow. Donc des acteurs dont le conflit d'intérêts et les autorités de régulation, voilà, le conflit d'intérêts est plus élevé, les autorités de régulation beaucoup plus faibles, puisqu'il s'agit en général de Chypre ou de Malte. Ces acteurs-là vont avoir des difficultés, et c'est sans doute une bonne chose. J'ai une toute petite question. Le payment for order flow, ça concerne les actions américaines, mais ça concerne européennes, mais aussi les actions américaines. Votre dispositif concernant les clients européens traitant sur actions américaines, donc va évoluer exactement de la même manière. Vous allez faire passer les clients allemands par un tuyau vers les brokers américains, les clients européens vers un autre tuyau, et dans 2 ans et demi, vous allez arrêter complètement le PIFOF. Oui, et c'est exactement ce que nous allons faire. J'ai eu vent. Quelles que soient les actions. Pour nous, c'est plus un sujet de quelles que soient les actions, c'est un sujet de dans quel pays est établi le client, en fait, tout simplement. C'est vraiment une question de où est établi le client. Alors, Marché réglementé, avoir des places de marché réglementé fortes dans lesquelles les flux des clients de détail, non informés des clients de détail se déversent. Tout ça est très bien. je prends. Merci. Peut-être une réaction là-dessus, parce que ce qui est important, et qui sont terminologiques sont importantes, il y a marché réglementé et marché réglementé. Il y a une version juridique des marchés réglementés qui sont une définition européenne. Et finalement, ce label est assez facile à obtenir. Il y a une multiplicité de plateformes qui l'ont. Et puis, il y a la notion de marché primaire, on va dire qui est le principal marché réglementé, celui où il y a une véritable compétition des ordres, le carnet d'ordre principal, et qui généralement est le marché de référence pour fixer les prix. Voilà. Et donc, certains marchés réglementés, après, c'est là qu'on peut s'intéresser parfois à des visions différentes des régulateurs en Europe, n'auraient pas forcément ce label dans tous les pays. Et c'est le cas, on peut le dire, de certaines des plateformes qui sont, ce que tu décrivais, Mathias, avec un market maker. On peut s'interroger sur, peut-être pas forcément la règle, mais l'esprit n'est pas complètement celui-là. Donc, lorsqu'on parle, et je souscris totalement du fait qu'il faut des marchés déréglementés puissants, forts, dans une logique de souveraineté qui c'est évidemment quelque chose auquel je peux souscrire, mais ça n'est pas n'importe quel marché réglementé, mais ces marchés réglementés sont en compétition déjà, et on l'accepte tout à fait. Il y a une certaine différence entre les marchés sur lesquels il y a une transparence ex-ante, transparence des ordres et les autres, et puis il y a plus ou moins de profondeur de concurrence, on va dire, et de véritable multilatéralisme de ces marchés. Alors, le carnet d'ordre. Voilà, le carnet d'ordre, mais il peut y avoir des carnets d'ordre de toute taille et toute profondeur. Donc il y a un enjeu, on parle des enjeux métiers, il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de qualité de marché.
Alors, il y a des gens encore plus experts que moi et Philippe, au premier chef, qui en parleront. Toute la question est d'avoir un marché qui donne vraiment la direction, le prix, et qui va être le driver, sachant que la mise en compétition des plateformes que Mathias a citées, qui est un phénomène maintenant ancien, c'est établi très largement par une importation des prix. Toute la question est de dire à quel moment, lorsqu'on importe plus on apporte au marché multilatéral fixant les prix, on va avoir une dégradation de la qualité de formation des prix principales. Le débat sur le PIFOF, peut-être pour un petit contrepoint, il est plus ancien. Il a rebondi avec les affaires GameStop aux États-Unis, mais il est plus ancien. Pour l'anecdote, le concept de paiement pour flux d'ordre, il a été inventé par Bernie Madoff dans les années 80, qui est le premier à avoir payé des investisseurs pour exécuter leurs ordres. Bon, ça s'est pas bien terminé, peut-être pas exactement uniquement pour cette raison, mais ça faisait partie. S'il n'y a eu que ça. Et ça faisait partie d'un système dans lequel il y avait une incitation particulière à envoyer des ordres. Et puis voilà. Et dès 2012, c'est la FCA qui est la première interdit le payment for order flow. En Europe, comme ça a été décrit, il y avait une variation de situation. Et puis on reviendra dans une deuxième partie de la discussion, si je ne me trompe pas, sur ces enjeux de régulation qui sont illustrés par cette discussion. Et c'est effectivement très frappant de voir qu'aux États-Unis, on a eu on a encore aujourd'hui une version extrême des conséquences d'un paiement pour flux d'ordre généralisé, de privatisation extrême des flux retail, qui a pour conséquence pratiquement la privatisation, une bilatéralisation et une privatisation avec un duopole, Virtu et Citadel, qui fait que les flux retail ont entièrement disparu des plateformes multilatérales. Et là, il faut rentrer un petit peu dans des questions plus techniques, mais c'est vrai que les flux dits non informés des particuliers apportent une grande qualité au carnet d'ordre, ils sont recherchés par les contreparties. Et s'ils sont retirés de ces carnets, ce carnet central va avoir une qualité se dégrader. Alors, si on s'intéresse maintenant aussi à la manière dont les particuliers doivent être récompensés pour la qualité justement de leurs ordres, ils sont globalement moins informés, donc ils sont précieux pour les autres acteurs, et normalement, ils doivent être récompensés, leurs flux doivent être récompensés pour cela, puisqu'ils sont recherchés. Et c'est là qu'il y a différentes manières de récompenser. La manière du PIFOF, c'est finalement de dire à un intermédiaire qui apporte les ordres, je vais vous payer pour ça, je vais le traiter en bilatéral, et forcément, il y a un intérêt à ça, il ne faut pas se leurrer si les gens sont prêts à payer. Et finalement, il y a deux débats. Si les gens sont prêts à payer, c'est que ça a une valeur. Hein. Cette valeur, c'est qu'on va gagner sur l'exécution. Et donc, il y a un gagnant, un perdant, ça c'est mathématique. Après, toute la question, qui est une deuxième question, c'est est-ce que la plateforme qui se présente au client va, elle, rendre cet avantage intégralement, pas intégralement, forcément pas intégralement parce qu'elle a des frais, et qu'est-ce qui fait dans le système. Alors, il y a toute une rhétorique qui n'est pas inintéressante sur le fait qu'il y a aussi, ça accompagne une modernisation, une digitalisation de l'innovation, qui est précieuse et qui stimule les acteurs, mais il faut découper les choses. Et donc, si les plateformes qui ont innové dans le marketing, dans le fait d'approcher globalement un marché plutôt que de manière fragmentée, etc., ont un modèle qui survit au PIFOP, tant mieux, ça veut dire que c'est solide. Alors, c'est à partir de l'avoir construit un avantage acquis grâce à ça, mais bon, enfin, ça, c'est les phénomènes de concurrence, on va pas réformer ce genre de situation, des situations acquises, et acceptons-en l'augure. Mais il ne faut pas complètement se leurrer. Les études contre études ont montré différentes choses. On a autant d'études pour montrer que finalement, effectivement, les coûts implicites sont importants. Et donc, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a la situation de retail en tant que telle, est-ce qu'il est avantagé, désavantagé. Et deuxièmement, la question plus générale de qualité de marché. Donc, tout ce qu'on espère avec cette réinterdiction, puisque pour nous, MiFID II était clair, ESMA avait publié d'ailleurs une interprétation solide,
Le problème, on le verra en deuxième partie, c'est qu'elle n'a pas été appliquée de manière uniforme dans l'Union, et avec la plateformisation, ça l'a largement dépossédé l'ESMA de son interprétation, elle fuyait par pas beaucoup de pays, mais enfin suffisamment pour que la pratique finalement se répande. Donc on espère, enfin je pense que on a d'autres raisons de craindre la bilatérisation du marché qui est à l'œuvre également sur les flux institutionnels. Donc ce n'est pas la fin de cette histoire-là et de ce combat, mais je pense que c'est important qu'on ait pu atterrir sur quelque chose qui remet en tout cas un élément directionnel à la discussion. Comment est-ce qu'on peut récompenser les flux retail de leur valeur? Il faut que leur flux, parce que, pardon, je redis une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans un environnement PIFOF, c'est que le risque, en fait, c'est qu'il y a une segmentation des ordres retail. Les ordres agressifs, qui sont ceux qui finalement ne sont pas, proposent de prendre le prix voilà, c'est des ordres sans prix, des ordres au marché, comme on dit. Oui. Eux, ils vont sur les plateformes, ils risquent d'aller sur les plateformes qui sont bilatéralisées. C'est ceux-là qui sont intéressants, puisque finalement, c'est les flux non informés qui vont pouvoir rencontrer le spread qui se présente. Voilà. Et le risque, c'est qu'en revanche, bizarrement, arrivent sur les marchés primaires les ordres passifs qui, eux, ont mis un prix et ils ont mis une limite et eux, ils vont pas, entre guillemets, ils risquent moins de se faire, entre guillemets, avoir. Voilà. Donc ça, si c'est ça la manière finalement de traiter bien les flux des particuliers, je ne pense pas que ce soit à leur avantage global. Ce qu'on a mis en place chez Euronext, c'est chercher finalement à trouver une solution pour rester dans notre carnet, ou proche de notre carnet, et organiser une compétition favorable qui permettent de rétrocéder finalement de la valeur au client avec un système d'amélioration de prix dans un système qui s'appelle Best of Book, dans lequel les ordres qui arrivent, les market makers qui sont sur Best of Book doivent fournir une amélioration de prix qui sera visible dans les coûts implicites avec un meilleur spread. Et au cas où cette amélioration de prix n'est pas possible, le carnet d'ordre en général est là pour assurer le meilleur prix disponible à ce moment-là. Et donc, c'est quelque chose qui, on l'a démontré, fournit le meilleur prix implicite. On a évolué parce que la concurrence, elle est stimulante, également dans la structure de frais qu'on est capable d'offrir aux brokers retail en leur proposant des systèmes à zéro frais, puisque c'est quelque chose qui est important pour eux, évidemment, pour pouvoir ensuite le répercuter. Et la chaîne doit se répercuter. Mais je pense que dans les éléments, je pense qu'il y a un élément métier qui est important, qui est le dynamisme qu'insufflent les plateformes avec des nouvelles manières de présenter les actions, de recruter des nouveaux clients, etc. Mais si, en fait, le système plus général et d'intermédiaires de marché n'est pas bénéficiaire et ne sait pas lui-même se renouveler, on aura perdu une bonne partie de la clientèle. Il faut mener les deux combats et il faut que les systèmes primaires s'adaptent, comme on l'a fait, pour le leur permettre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue en segmentant deux marchés, un marché plateformisé qui s'est développé avec le PIFOF, dont certains survivront et peut-être pas d'autres, et le reste du marché qui lui, serait dans l'attrition. Je pense que ces brokers retail historiques et récents doivent pouvoir trouver leur modèle dans un système multilatéral, y compris amélioré par des systèmes comme Best of Book. Et donc, on ira, je pense, vers des systèmes de mise en concurrence de market makers sur toutes les plateformes, donc celle du carnet d'ordre évidemment, et puis les autres aussi, et ça rajoutera multilatéralisme. C'est un peu d'ailleurs ce que les États-Unis vont vouloir mettre en œuvre dans leur réforme. Voilà, alors ça donne lieu à un combat tellurique qui montre, si on était besoin, l'importance des enjeux en cause. Alors il y a aussi une bataille d'études, il y avait visiblement un intérêt très très fort pour les market makers concernés. Et à l'américaine, ils sont passés maintenant à des actions juridiques. On peut même attendre la fin de la consultation. À l'américaine.
Merci beaucoup. Jean-Philippe, vous êtes en ligne? Absolument, et je vous remercie de m'avoir permis de le faire en ligne. Parce que donc vous êtes le président de l'Association française des produits d'investissement de détail et de bourse. Or, dans le débat qu'il y avait sur le PLIFOF, dans le pour, quelque part, il y avait les résultats obtenus pour développer la clientèle de détail. Et d'ailleurs, le fait qu'aux États-Unis, ça a été généralisé, n'a pas été au détriment du développement de la clientèle de détail aux États-Unis, qui pour d'autres raisons d'ailleurs, qui sont liées aux problèmes de retraite et diverses et variées, et par nature plus importantes. Mais néanmoins. Alors maintenant, on a ce nouveau cadre. Et comment voyez-vous les choses vues pour les clients de détail? Est-ce que vous les voyez de façon... Quels sont les enjeux? Est-ce qu'on va réussir à aligner quelque part les intérêts dans ce domaine? Ouais. Merci. Alors, tout d'abord, effectivement, on a un nom qu'on n'a pas changé pour des raisons historiques, mais qui est complètement ésotérique. Qu'est-ce que représente la FPV? Je dis ça en plaisantant parce que je vois que nos amis allemands viennent de changer leur titre. Quand on parle de produits de bourse, finalement, on parle de produits structurés d'un côté, donc les notes structurées qui, à la différence des obligations à taux fixe, versent un coupon qui est le résultat d'un scénario, et c'est donc pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. On parle aussi des dérivés titrisés, et qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est des options titrisées pour faire court, si on schématise, en gros des varants et des turbos avec un effet de levier. Donc c'est plutôt de cette population de produits dont je vais parler, et du coup par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, si je devais prendre une image, moi je suis le petit gars en haut dans la lucarne. Et c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ce sont des produits qui ont une grosse liquidité. C'est des produits, peut-être utile aussi de le dire, parce que ils peuvent parfois avoir mauvaise presse, ces produits. C'est des produits, pour des mauvaises raisons, c'est des produits qui sont traités par une clientèle finalement assez limitée. Autant pour Mathias, il y a une énorme population de personnes qui viennent acheter des actions, des UCITS, des OPCVM et parfois des obligations également. Autant quand on se centre davantage sur ce qu'on appelle les produits de bourse, donc les varants, les turbos, c'est important de le redire, c'est une clientèle expérimentée. De toute façon, la réglementation demande qu'on vérifie le niveau de connaissance et d'expérience des clients, première chose. Et du coup, c'est une clientèle qui est importante dans le modèle économique, particulièrement le modèle économique des courtiers en ligne, mais c'est une clientèle qui reste une une niche de marché. Alors, Mathias me corrigera, mais les Allemands, les pays nordiques ont des marchés un peu plus importants que le nôtre, mais en gros, on est en train de parler, alors, Mathias, corrige-moi si j'ai une bêtise, mais en gros, de 50 000 à les bonnes années, 100 000 clients et pas plus. Donc, on est sur une clientèle assez spécifique. Alors, d'abord, un premier point, je vais être beau joueur, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire le match comme vous l'avez dit tout à l'heure. On accepte le résultat, on n'attaque pas l'arbitre à la fin d'un match, donc c'est pas exactement la fin qu'on aurait souhaité pour le match. Voilà. Mais voilà, on va le prendre comme il est. Moi, ça m'amène en fait, alors je vais être peut-être assez court, je l'espère, en tout cas, ça m'amène à une réflexion un petit peu sur la coexistence. Donc je vais avoir deux étages un petit peu dans mon propos, une réflexion sur la coexistence des différents objectifs qu'il faut qu'on arrive à tenir dans ce cadre européen, sachant que tout à l'heure, sur la deuxième partie, je serai beaucoup plus pratico-pratique sur la façon dont je vois la suite du débat. Donc, une réflexion sur les objectifs et un petit mot sur les US. Et puis après, un propos un peu plus centré sur les produits, sachant qu'il est important, je crois, dans ce débat, de se garder de vision trop générale, on va dire générique. Si vous allez chez un médecin de ville, il va pas vous dire « j'ai étudié dans mes études de médecine que l'être humain, ça se traite comme ça ». Il va vous demander votre âge, il va vous demander votre poids, vos conditions, etc. Et après, il va adapter
son traitement. Et je pense que parfois, ce dont on pâtit un peu dans le débat européen, c'est que précisément, on a un docteur qui applique une médecine qui est un peu trop générale, et avec le danger, quand on lit le fine print des médicaments, des brochures, on voit bien qu'il peut y avoir des effets indésirables quand on utilise le bon médicament, mais pour la mauvaise situation. Donc, je voudrais quand même qu'on soit un tout petit peu vigilant à parfois une tendance qu'on peut avoir au niveau européen à identifier un vrai problème qui finit par prendre une ampleur médiatique sans doute justifiée dans une de ses causes, mais pour autant, voilà, on ne pratique pas l'amputation sur toute personne qui souffre du bout de ses extrémités. Parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait toujours à l'esprit que quand les débats reviennent au niveau européen, ils ont parfois un peu de radicalité dans les solutions qui sont adaptées. Donc, c'est important de revenir sur cette analyse micro. Alors, rapidement, sur les objectifs, c'est vrai qu'on est censé quand même, au niveau européen, concilier, on travaille avec une coexistence d'objectifs et moi, je constate que en fonction des mesures, il arrive que finalement, c'est un peu comme dans les jeux de cartes, il y a un atout dans le jeu et on va jouer plutôt cet atout-là. Alors, les objectifs, on les connaît bien, mais c'est important de voir comment on va les traiter. Il y a un objectif, et surtout celui-là est un petit peu en train d'être oublié dans un débat qui est cousin de celui de MIFIR, c'est le débat sur la Retail Investment Strategy. Il y a un objectif qui est celui de la libre concurrence, bon, évidemment entre les places de marché, mais en fait on l'oublie un peu aussi, également entre les fournisseurs de services, et puis bien sûr entre les produits, il n'y a pas qu'une seule façon d'investir. Il y a un deuxième objectif et il est très louable. Et je pense que c'est à celui-là que faisait aussi tout à l'heure référence tant vous, Monsieur le Président, que Delphine, sur finalement une efficience des places de marché ou une qualité dans le mécanisme de la découverte du prix. Il est important, mais il est important aussi de ne pas manquer de perspectives historiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marchés qui fonctionnent, en tout cas pour les marchés actions, majoritairement en Europe, avec des modèles de carnet d'ordre central. L'histoire n'a pas toujours été celle-là, et ça veut dire aussi qu'il y a différentes façons d'organiser des modèles de marché. Il n'y a pas qu'un seul modèle pour obtenir une efficience. Et c'est d'autant plus important, et c'est très bien d'ailleurs, que quand on regarde à la loupe, et qu'on regarde même les marchés que nous avons, les marchés dominants chez nous, ces marchés sont eux-mêmes un peu hybridés. Et donc, vous avez un carnet d'ordre central, mais dans certains cas, on va se dire, ah oui, mais il faut quand même avoir des apporteurs de liquidités, etc. Donc, gardons-nous de vision trop noir et blanc sur les modèles de marché, parce que de fait, pour que ça fonctionne, on a souvent besoin d'hybrider. Et on le voit même aujourd'hui pour les voitures. Voilà, on est obligé de le faire parfois avec un mélange de différents modèles. Alors, concurrence, l'efficience, deux aspects maintenant également importants, c'est l'accès des particuliers au marché, enfin le financement de l'économie bien sûr, mais également l'accès des particuliers. Je vais y revenir dans une seconde. Et également, une chose qu'on oublie, et là je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est le principe de la subsidiarité. Moi, je fais partie de ceux, et notre groupe le pense aussi, qui pensent que cette subsidiarité doit faire qu'on doit pouvoir avoir une construction européenne sans que tout soit forcément décidé à Bruxelles, et on doit pouvoir avoir un maillage fin qui fait que il y a, ou un engrenage fin qui fait qu'on prend bien des décisions, un cadre qui est fixé à Bruxelles, mais on doit pouvoir garder une souplesse nationale. Alors en disant ça, je ne suis pas du tout en train de plaider pour une multiplication des exceptions, et je pense qu'effectivement, c'est pas une bonne chose d'avoir des régimes qui fonctionnent totalement différemment, donc je ne veux pas être mal compris, mais attention quand même, parce que ça se voit beaucoup dans la RIS en ce moment, cette idée de dire, on le verra sur d'autres choses, dans la value for money par exemple, cette idée de dire que tout doit être décidé à Bruxelles pour un benchmark unique, attention, parce qu'en faisant ça, on risque de casser la diversité de l'offre. Alors, maintenant que j'ai dit ça, un petit mot rapide. Je disais donc l'efficience des marchés, et je parlais également de l'accès, enfin le financement de l'économie, l'accès des particuliers. On a parlé tout à l'heure des ordres retail qui sont dans ce marché. Alors, Mathias va se boucher les oreilles parce que je vais lui rendre quelques compliments. C'est toujours plus gênant de se faire complimenter que de se faire enguirlander en public, mais les commentaires que je vais faire ne sont pas valables que pour Trade Republic. Moi, il y a une remarque que je voulais faire, qui est que dans ce débat sur les PIFOF,
Il y a quelque chose qui est important de ne jamais oublier, c'est que les ordres retail, ça n'est pas une génération spontanée. Il n'existe pas un stock d'ordres retail dont ni nous, banques, ni les courtiers, ni Euronext disposeraient à loisir et il serait là, on n'aurait qu'à aller le chercher, ce serait une sorte de gisement dans lequel on peut puiser. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est important de leur dire parce que quand on parle des PIFOF et quand on parle d'une rémunération d'un courtier, je pense qu'il est très important, parce que je vais y revenir tout à l'heure dans les produits, il est très important de savoir que cet ordre, il y a son exécution, bien sûr, mais il y a une génération. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a le contact avec le client et qui a parfois participé à l'éducation du client et qui l'a amené à avoir envie de passer un ordre. Et ça, n'importe quel commerçant le sait. Et aussi, si vous créez demain un énorme centre commercial, je prends un peu l'image par rapport à nos grands marchés d'aujourd'hui, mais que vous allez le mettre à 30 km de Paris parce que vous vous dites là, les terrains sont moins chers, il va falloir quand même que les clients aient envie de bouger. Il va falloir que les gens se disent, je quitte Paris, je quitte le modèle où je peux aller à 2 minutes, c'est plus cher, certes, mais... Et il y a des gens qui assurent ce transfert. Et il faut avoir en tête que les ordres retail, il faut avoir un écosystème sain et c'est ça qui est important. Je crois que c'est ça le débat, c'est qu'il faut que l'envie suscitée chez le client d'aller vers tel ou tel instrument soit une envie sainement générée, pas une envie générée. Tout à l'heure, Mathias a été assez clair sur le fait qu'on a aussi au sud de l'Europe des gens qui ont fait des campagnes et qui ont suscité des ordres de manière dévoyée. Donc faisons le ménage, mais n'oublions pas dans ce débat que, encore une fois, les ordres clients, et à force, mais c'est vrai aussi pour les corpos, mais c'est en tout cas pour les retail indiscutables, les ordres clients n'existent pas de manière spontanée. Donc il faut bien aller les chercher. Il y a un écosystème qu'il faut entretenir. Rapidement sur les US, et je finis sur les produits. Sur les US, je ne veux pas revenir sur le débat. Je note qu'effectivement, l'affaire GameStop Robinhood a démarré en musique avec, on nous prédisait déjà, 3 condamnations à mort. Donc le sujet est là aussi plus subtil. Il n'y a pas eu de condamnation au titre des PFOF et quelque part, cette enquête a plus fini par des déclarations du président. Je ne dis pas que le dossier est clos, mais il est pareil, pas noir et blanc. Je constate aussi, et j'invite beaucoup de participants à la lire, qu'il y a eu aux US une lettre écrite par NYSE, donc le marché dominant, par Schwab et par Citadel. Donc finalement, un des gros courtiers, et puis Citadel, qui n'est pas accusé par personne d'ailleurs de mauvaise qualité d'exécution. Donc je pense que c'est important de vraiment chausser les bonnes lunettes. Alors très rapidement maintenant, puisque je voulais finir sur les produits, je disais que j'allais parler de Malucarne. Euh, Se rappeler peut-être que ce qu'on peut dire sur les actions doit, et donc je ne vais pas refaire le match, donc j'accepte la décision qui est de dire en gros que les PFOF sont interdits avec quelques modalités. Je voulais juste rappeler, puisqu'il va y avoir une population de produits et un type de service qui est rendu qui, à notre sens, n'est pas, donc je suis ouvert au débat, mais qui, à notre sens, n'est pas dans cette interdiction. Pour les produits de bourse particulièrement, nous avons une logique de free trade sur ces fameux dérivés listés, dérivés titrisés listés. Une petite remarque rapide, ces produits dérivés, leur prix dépend d'un modèle et ce modèle, en gros, je fais très court et je caricature, mais en gros, nos maisons appliquent des modèles type Black-Scholes et puis ajoutent une marge et cette marge, elle est extrêmement arbitraire puisque les produits sont, chaque varan à son clone chez, Mathias pourra en témoigner, mais en gros chez 4 ou 5 acteurs. Donc ça, c'est une première chose dont il faut tenir compte. C'est un modèle qui ne peut pas fonctionner sans une logique de tenue de marché. Donc on a besoin d'avoir des acteurs qui apportent cette liquidité, ils l'apportent en continu. Et enfin, les prix qu'ils injectent sont les mêmes, quelles que soient les plateformes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, un petit mot sur ce que nous espérons voir perdurer, puisque c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas d'existence des ordres retail comme ça. Et il y a eu maintenant une habitude qui s'est prise des clients sur ces produits, de voir un accès à ces produits à des tarifs payés directement d'exécution faible ou nulle.
Et je suis prêt à reconnaître que ce prix faible ou nul était le prix dans un mécanisme dans lequel il y a une rétrocession. Donc le manufactureur, le producteur du produit prend sur sa marge et redonne au courtier de manière à ce que le client puisse se voir rembourser ses frais d'exécution. Ce mécanisme-là est totalement différent d'un mécanisme dans lequel le courtier empoche purement et simplement une enveloppe pour acheter un flux. Et je voulais juste qu'on n'oublie pas ce point, parce que c'est un débat qui est un débat qu'on va retrouver dans RIS sur les inducements. Et de même que sur les inducements, il y a eu des habitudes prises sur du conseil intégré et qui va être très compliqué, la Hollande peut en témoigner, de faire autrement. Il y a eu un effondrement total de l'accès au conseil en Hollande. Les banques le disent, on risque d'avoir, si on n'a pas demain une pérennité des free trade avec tous les garde-fous qu'il faudra mettre et avec cette logique qui est bien de dire que le partage de marge fait entre le producteur et le distributeur j'insiste bien, va dans une logique exclusive de remboursement des frais d'exécution du client. Et ça n'est pas une logique de surcompensation d'un courtier. Donc je plaiderai pour le maintien. Donc dans les première étape, on parle des conséquences. Moi, la conséquence que je souhaite, c'est que les free trade puissent être maintenus avec le lien que je faisais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas d'ordre client retail spontané et qu'il est très important de ne pas écraser cet écosystème. Il y a une image que j'ai déjà prise, donc je vais la répéter, je m'en excuserai. Je suis assez partisan de la permaculture et d'une approche assez saine de nos terres. Parfois, on veut tuer tout un tas de nuisibles, et notamment les frelons, et on tue les abeilles avec. Donc, il faudrait éviter. Et les abeilles ont ce rôle justement d'aller chercher. Il faut pour un pot de miel plusieurs fois le tour de la Terre. Voilà, ces courtiers qui font ce travail, ce sont nos abeilles. De grâce, ne tuons pas les free trade et une partie de leur activité avec nous. Merci. Merci beaucoup. On va revenir sur cette, précisément sur cette dimension un peu pédagogique de l'approche PIFOF sur la politique plus générale de l'accès des particuliers aux services financiers. Mais donc, vous avez dit finalement les produits structurés, la question du PIFOF ne se pose pas parce que le modèle de marché n'est pas du tout celui-là. Philippe, comment vois-tu? Alors, je répondrai à Jean-Philippe. Le côté confortable de parler le dernier, c'est que j'en aurai pour tout le monde, pas uniquement pour Jean-Philippe, mais Mon Dieu. Par rapport à toutes les personnes qui sont intervenues. Donc, je vais te faire attendre un peu, Jean-Philippe, mais je pense que j'aborderai le point. Sur le Payment for Order Flow, quelque chose que je voudrais préciser avant toute chose, c'est que c'est un modèle extrêmement puissant, extrêmement attractif. Donc, à partir du moment où il est autorisé quelque part, il a tendance à se développer et à cannibaliser tout le reste. Comme tu dis, Robert, on voit très bien aux États-Unis ce qui s'est passé. On ne peut pas traiter en dehors du PIFOF. Et si le PIFOF avait été autorisé en Europe, il est évident que tous ceux qui ne font pas de PIFOF aujourd'hui, tous les intermédiaires qui ne font pas de PIFOF, auraient dû faire du PIFOF, ça aurait été une condition sine qua non de leur survie. Et donc, à partir de là, le modèle étant très très puissant, il amène aussi, si on le laisse se développer, vers une concentration. On voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a deux intervenants majeurs qui capturent les deux tiers du business. Donc, c'est un modèle très, très fort qui pose des questions qui n'ont pas été posées jusqu'à présent. Par exemple, la question du levier. À un moment donné, lorsque vous avez des clients, ces clients-là, vous voulez quand même extraire des revenus de ces clients. À partir de là, pour extraire des revenus de ces clients, le levier, c'est quand même un très bel outil. Donc, ça veut dire que vous avez une incitation naturelle si le PIFOF est autorisé. Vous avez des clients qui vont aller traiter des produits vanille, des actions, des ETF, etc. Vous avez intérêt à les emmener vers des produits plus leveragés, tout simplement. Des produits structurés de
Par exemple, par exemple. vous avez un intérêt à les amener vers ces produits-là parce que ces produits sont plus margés pour vous. Et donc, un client, entre lui faire mettre 10 000 euros sur une action ou lui faire mettre 100 fois 100 euros sur des produits leveragés, la marge finale pour le courtier sera, le gain final pour le courtier sera totalement… Pardon, mais ça, que PIFOF ou pas PIFOF. PIFOF ou pas PIFOF. PIFOF ou pas PIFOF. C'est pas fondamentalement différent. Sauf qu'à un moment donné, par rapport à ça, ce qui est important, c'est la perception du coût de frottement. C'est-à-dire que si tes coûts de frottement sont extrêmement élevés, tu te retrouves dans une situation où tu ne vas quasiment pas traiter, où ça gêne le marché. Donc, typiquement, tu vas à rue Vivienne, tu regardes le prix sur les Napoléons, tu as un spread de 10%, bah, tes Napoléons, tu les vends, mais c'est tes ancêtres qui les ont achetés. Et donc, tu ne vas pas traiter. Donc, si tu mets du PIFOF, si tu mets du zéro frais, en fin de compte, ton zéro frais crée une incitation très forte vers le barattage, vers les taux de rotation très élevés. Donc, le PIFOF est la condition sine qua non, le zéro frais, la perception du zéro frais, est la condition sine qua non pour aller emmener des gens vers ces produits beaucoup plus leveragés. Et donc, effectivement, on parle de 20 à 30 000 personnes qui vont traiter activement tous les mois, entre 50 et 100 000 qui vont traiter chaque année. Mais là, la question se pose de, attention, est-ce que ça n'irait pas justement à zéro aller attirer beaucoup plus de personnes? Or, l'investissement sur les marchés financiers, c'est un investissement où on essaye d'amener les investisseurs vers de l'investissement de long terme et non pas du très court terme. Je conçois qu'il y ait une utilité sur ces produits dérivés, par exemple dans des opérations de hedging, d'arbitrage de portefeuille, etc. Mais ça ne doit pas être le fond de portefeuille. Ça ne doit être qu'une petite portion du portefeuille. De même que tout à l'heure, Mathias disait, il faut attirer les investisseurs vers les actions européennes. À un moment donné, si le portefeuille est suffisamment diversifié, avoir des actions américaines ou asiatiques, c'est plutôt sain pour eux. Donc là-dessus, on ne va pas dire il faut une préférence nationale, investissez uniquement sur les valeurs du CAC ou du SBF 120. Et donc, le risque du PIFOF, si on l'amène sur les dérivés, effectivement, c'est d'entraîner tous ces gens qu'on veut éduquer, parce qu'il y a un gros problème d'éducation, vers la partie la plus dangereuse et ils vont se brûler les ailes. Donc, l'éducation du retail. Aujourd'hui, le retail, ce sont des gens quand même, dans une grande partie, et les plus récemment arrivés sur le marché, sont les gens moins éduqués en termes d'éducation financière. Et on le voit, par exemple, sur la manière dont ils vont passer leurs ordres, en termes de timing. À un moment donné, la proportion du marché qui va se faire au fixing de clôture, donc c'est là où la confrontation entre un maximum d'ordres se fait, a très significativement augmenté ces dernières années. Le dernier trimestre, on était sur du 47% pour le fixing de clôture. C'est énorme, ce sont d'autres problèmes. Mais la partie du retail qui va traiter au fixing de clôture, c'est moins d'1% des ordres du retail. Et le retail va traiter de manière plutôt erratique, parfois en dehors des heures de marché, plutôt le matin, en après-midi, mais quasiment pas au fixing. Donc, ça veut dire que le retail non plus n'est pas vraiment sensible à ces arguments de price formation process, confrontation de l'ordre et de la demande. Lui, ce qu'il demande, c'est de l'immédiateté, la commodité. Et de la commodité, et pas avoir à réfléchir sur « Ah, j'ai envie d'acheter ces actions. Ah oui, mais il vaudrait mieux attendre 2-3 heures pour le faire. » Il veut pouvoir être exécuté immédiatement. Et donc, ce processus éducatif, là aussi, ça ne fonctionne pas bien. Un processus éducatif ne fonctionne pas bien si on ne met pas un réel prix sur les choses. Si on dit c'est gratuit, on peut tirer à volonté là-dessus, ce processus éducatif aura vraiment du mal à percuter. Donc, il est important là-dessus, dans ce cadre-là,
d'aller éduquer le retail. Et le retail, lui, il est, par définition, il est moins éduqué. Effectivement, il est moins éduqué. Et même si on a ce vœu pieux de l'éduquer, on n'arrivera jamais à un niveau d'éducation du retail tel qu'il sera aussi éduqué que les professionnels qui font ça toute la journée. Il a autre chose à faire. Il a autre chose à faire. Donc, par principe et par construction, le flux retail sera toujours moins éduqué. Donc, ça veut dire aussi qu'il sera toujours extrêmement attractif, vu que c'est un flux moins éduqué, moins informé, etc. Donc, se pose la question de l'apport du flux retail au processus de formation des prix. Et là, le PIFOF est un des instruments, ce n'est pas le seul, qui permet de dériver ce flux retail du processus de formation des prix. Et donc, à partir du moment où on dérive ce flux retail du processus de formation des prix, ce flux moins informé, on est dans une situation où on dégrade l'ensemble du processus de formation des prix. Parce que les gens ont besoin, veulent pouvoir traiter face à ça. Si vous n'avez pas de flux retail qui arrive sur le carnet d'ordre centralisé, les asset managers iront moins sur le carnet d'ordre centralisé parce que la toxicité moyenne du flux va augmenter, ils se retrouvent avec des gens plus informés qu'eux, etc. Ça entraîne donc les asset managers à aller traiter dans le dark, à essayer de trouver d'autres asset managers qui vont aller croiser les spreads, etc. Et on a ce phénomène qui s'auto-entretient de dégradation du processus de formation des prix. Et donc, à partir de là, le flux retail, c'est le plancton des marchés financiers. Il doit impérativement arriver sur le marché centralisé pour pouvoir avoir une chaîne alimentaire qui fonctionne convenablement. Et je suis désolé, Delphine, j'ai dit pardonner pour tout le monde, voilà. Mais un mécanisme comme le Best of Book, pour moi, c'est mieux que le PIFOF, mais ce n'est quand même pas satisfaisant parce qu'il y a une captation du flux retail par les market makers. Et ce n'est que lorsque les flux retail n'ont pas été capturés par les market makers qui doivent fournir une amélioration de prix. Mais si cette amélioration de le principe, c'est que l'amélioration de prix pour que ce soit rentable pour les market makers doit être inférieure aux gains espérés. Donc, c'est un progrès par rapport au PIFOF, mais ce n'est pas encore les acteurs doivent aussi agir dans le cadre de mise en concurrence dans lequel ils sont. Si tu me remets tous les flux qui rencontrent toute la demande dans le carnet d'ordre central du marché primaire, tu vois, j'aurai une meilleure formation des prix, mais c'est pas ce que la réglementation européenne nous a fixé comme cadre. Delphine, nous vous avons autorisé à avoir le Best of Book. Voilà. C'est en toute connaissance de cause de la réglementation européenne, etc. Donc tu es dans un cadre, tu es dans un cadre contraint, tu as face à une concurrence, donc tu as des réactions normales face à cette concurrence. De même que le PIFOF, si jamais d'autres peuvent faire du PIFOF, c'est une réaction tout à fait normale de vouloir faire du PIFOF là aussi. Donc on est dans un cadre tout à fait logique. Et donc, après, pour en revenir à Jean-Philippe, tu as parlé d'hybridation. Il faut vraiment faire la différence entre les marchés, le sous-jacent, et les marchés dérivés. Effectivement, la question qui se pose sur des marchés dérivés, tu auras très souvent des market makers qui seront là. Sur des instruments plus liquides de sous-jacents, peut se poser la question de quel est réellement l'apport des market makers et que se passe-t-il si tu autorises ces market makers à capturer le flux en amont du carnet centralisé. Donc, ton idée, c'est ça dépend de la liquidité du produit. Ça dépend bien évidemment de la liquidité du produit et c'est très critique entre le sous-jacent et le dérivé. Comment est-ce qu'on traite les flux qui arrivent en dehors des heures de bourse, en principe? Quelle serait la bonne solution? Parce que le client, il arrive, il a dîné, il est 10 heures, il gère il doit avoir un prix. On en revient. Tu fais, entre guillemets, si tu as des clients qui veulent quelque chose, bah, tu réponds au désir des clients. Donc, tu expliques aux clients, écoutez, cher monsieur, ce serait plus rentable pour vous. C'est le problème, c'est le principe aussi de tous les livreurs en scooter qui te disent, je vous amène votre litre de lait et votre demi-douzaine d'œufs à minuit.
les principes des Getir et autres Correias, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais si le client est prêt à payer une prime pour avoir son litre de lait et ses 6 œufs à minuit, eh bien, fine. Et donc, à partir de là, il est tout à fait légitime. S'il a besoin de ce service, on lui dit, tu ferais mieux d'attendre le fixing d'ouverture. Il dit, non, non, moi je le veux là maintenant tout de suite parce que j'ai un besoin à satisfaire de manière urgente. C'est tout à fait légitime que quelqu'un prenne une marge par rapport à ça qui correspond à son risque. Après, moi, je ne vais pas juger si la marge est importante ou pas par rapport au risque public. Mais là, moi, je retombe dans mon process d'éducation. Écoute, cher client, tu ferais mieux d'attendre demain matin. Une fois que tu as dit ça au client et qu'il insiste pour traiter, tu ne vas pas l'empêcher de traiter. Merci. Oui. J'ai un peu de mal à comprendre tout. Je souhaitais en venir dans le sens où, c'est dire qu'aux États-Unis, il y a souffert de système dont on parlait correctement qui a lié à la consommation de certains ordres sur certains teneurs des marchés. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est la situation idéale que vous souhaitez apparemment arriver? En fin de compte, ça dépend de ce que vous qualifiez par liquidité. Si pour la liquidité, pour vous, c'est les volumes en brut qui se passent sur les marchés, pour moi, ce n'est pas un bon indicateur de liquidité. Si par exemple, vous voulez acheter un appartement et que monsieur veut vendre cet appartement et que derrière cet appartement est intermédié par toutes les personnes de la place avant que vous ne vous rencontriez, il y aura une douzaine de transactions, alors qu'en fin de compte, il n'y aura qu'une seule transaction réelle sous-jacente. Donc le volume n'est pas un bon indicateur de l'acheteur final et le premier acheteur. Quel est un bon indicateur? Quel est un bon indicateur? Mon problème, c'est que j'étais à Londres hier avant-hier une conférence et tout le monde se plaint que tous les nouveaux entrepreneurs ne listent plus en Europe, ne listent plus au UK, vont tous se lister aux États-Unis parce que la liquidité est plus importante. C'est-à-dire que leur accès au capital est plus immédiat et plus important aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec justement la profondeur de marché qui est plus importante aux États-Unis? Donc, est-ce que votre objectif, c'est d'obtenir des marchés plus profonds ou de protéger les investisseurs ou quelque part trouver le juste milieu pour que néanmoins le risque soit rémunéré? On ne peut plus en Europe par cette notion, le risque mal. C'est un peu ce souci. Je pense que ce point-là est valable, mais il n'est pas corrélé à la problématique du PIFOF. Ce n'est pas le PIFOF qui crée de la liquidité aux États-Unis. Absolument pas. À la limite, ça fragmente les marchés, ça crée des. Quand même. Est-ce que c'est l'argument et la liquidité ou la valorisation Non, mais ces deux peuvent être liés. La liquidité, mais au sens plus d'échange avec une base d'investisseurs solide. C'est ça qui est recherché. À ce moment-là, et après, quand on fait une IPO d'1 milliard, c'est la valorisation qui. Oui, mais la valorisation. Je serais mieux valorisé aux États-Unis que. Exactement. Voilà. Bah, c'est pas forcément d'ailleurs. La réalité, c'est que c'est pas démontré. C'est-à-dire que. Non, bonjour ARS. Oui. D'accord. Et ensuite, ça s'est cassé la gueule la semaine suivant l'IPO. Donc, est-ce que c'est un succès ou pas? Est-ce que ça aurait été mieux à Londres? Sans doute pas. Il y a un moment de marché assez compliqué en ce moment. C'est vrai qu'il y a une problématique et quelque part, ça nous amène peut-être. Ça nous amène à la seconde partie qui est de dire, et Jean-Philippe le disait clairement, il a raison, les flux retail, ce n'est pas une donnée. Et il faut aller les chercher, il faut les motiver, il faut les conseiller, c'est indéniable que, à tort ou à raison, mais quelque part, la gratuité joue dans ce domaine-là. Enfin, il peut y avoir des effets, pervers, et la discussion qu'on a eue autour du PIFOF, on va la retrouver dans d'autres domaines de la Retail Investment Strategy, par exemple, sur les problèmes d'inducement qui permettent effectivement qui permettent, je ne sais pas, mais je crois que Jean-Philippe évoquait la question, l'exemple néerlandais qui laisse à penser. Aller chercher les flux retail, c'est votre métier. Comment vous voyez les choses?
Et comment est-ce que, après ce débat autour du PIFOF, qu'est-ce que cela signifie pour le reste, pour les autres débats qui sont encore devant nous, avec l'idée quand même que l'Union des marchés de capitaux, donc Jean-Philippe a été assez prudent, mais enfin, quand même, la subsidiarité, où ça commence, on le voit bien, mais où ça finit, il peut y avoir quand même beaucoup de débats sur le point d'arriver. Je pense que dans une union des marchés de capitaux, peut-être pas pousser la subsidiarité trop loin, parce que ça nous amène à une fragmentation évidente. Merci Monsieur le Président, je voudrais tracer quelques perspectives pour la Retail Investment Strategy et le débat qui s'ouvre, qui va probablement durer un certain temps désormais, pour qu'on puisse collectivement tirer les leçons du processus de négociation MIFIR, et puis ensuite répondre à quelques points quand même sur ce qui vient d'être dit par les uns et les autres. Je reviens sur les 3 priorités, les impératifs contradictoires auxquels l'Union européenne fait face. Premièrement, maximiser la participation des particuliers au marché financier pour améliorer leur sort à long terme dans une perspective d'amélioration de la retraite par capitalisation. Deuxièmement, garder l'épargne des Européens autant que possible en Europe sur des plateformes européennes et non pas américaines. L'enjeu pour l'Union européenne va être, je crois, de décider de ses priorités et de les ordonner par ordre d'importance pour elle. Dans le cadre de la revue de MIFIR, de l'interdiction du PIFOF et de la création de la Consolidated Tape, l'Union européenne a eu un positionnement équilibré entre le fait de favoriser la participation des particuliers grâce à davantage de transparence créée par la Consolidated Tape, le fait de préserver malgré tout les exchanges, les marchés réglementés à carnet d'ordre, en interdisant le mécanisme de compétition qui était le Payment for Order Flow. La deuxième question, donc, il va falloir que l'Union européenne, dans le cadre de la réflexion sur la Retail Investment Strategy, choisisse et décide de ce qu'elle souhaite préserver, protéger, développer. Ensuite, il va falloir que l'Union européenne choisisse aussi un positionnement clair sur les notions de concurrence. Est-ce que la concurrence est un mécanisme encore souhaité sur ces sujets-là par l'Union européenne comme un mécanisme louable? J'ai entendu parler tout à l'heure de privatisation des flux. Sauf erreur de ma part, Euronext, comme Deutsche Börse, sont des entreprises privées. Non, mais c'est privatisation au sens extraction de ce qu'on appelle le marché public, au sens économique et pas de détention du capital. Voilà. Je l'entends bien, mais néanmoins... c'est de sortir du multilatéral. Donc, il va y avoir un enjeu important, savoir est-ce qu'on souhaite préserver des mécanismes de concurrence ou non en Europe. Enfin, dans le cadre de la discussion sur la Retail Investment Strategy, j'encourage l'ensemble des acteurs, et c'est ce que nous essayons de faire à notre humble échelle, à avoir une approche de la réglementation qui soit fondée sur des preuves, des faits établis et non pas des a priori. J'encourage l'ensemble des acteurs à, s'il le faut, subventionner des think tanks indépendants, créer, soutenir les travaux d'associations comme la vôtre et autant que possible demander à des chercheurs de travailler sur ces sujets-là pour créer des preuves, créer du savoir, ouvrir les données, les mettre à disposition des chercheurs qui souhaitent analyser ces phénomènes-là. Parce que, à nouveau, à mon sens, en tout cas à notre sens, l'enjeu prioritaire dans une perspective humaniste, c'est que les particuliers aient une retraite qui ne s'effondre pas à partir de 2045 en Europe. Et la trajectoire qui est prise actuellement est celle-là. Et donc, à notre avis, c'est ça qu'il faut prioriser. Aller chercher, j'ai entendu parler aussi tout à l'heure de cannibalisation. Que le Payment for Order Flow pourrait cannibaliser d'autres flux. Des acteurs comme Trade Republic ont créé des millions
de nouveaux investisseurs particuliers en Europe qui achètent des actions, qui achètent des ETF et qui le font, pour la plupart d'entre eux, en automatisant, en investissant des petites sommes tous les mois. C'est une réalité qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des clients de Trade Republic, qui sont plusieurs millions en Europe, qui n'avaient jamais investi avant du tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais passé une transaction, réalisé aucun investissement avant. Donc, quelque part, les dispositifs nouveaux qui ont émergé de la mise en concurrence entre places de marché, une plateforme comme la nôtre et MTF ont contribué quelque part à cette émergence. Donc, est-ce que la concurrence est encore considérée par l'Union européenne comme un mécanisme sain pour favoriser l'émergence d'une génération d'investisseurs particuliers? L'avenir va nous le dire assez rapidement. Enfin, je voudrais insister sur un élément à mon sens essentiel et qui a été terriblement absent du débat autour de la négociation MIFIR. C'est celui que vous avez pointé tout à l'heure, Monsieur le Président, du concept de meilleure exécution. La best exécution, l'obligation de best exécution, qui est probablement l'une des obligations les plus importantes qui s'imposent à des acteurs comme la République, est une obligation qui porte sur deux types de frais. Les frais explicites et les frais implicites. Et c'est la somme de ces deux types de frais associés avec la probabilité d'exécution qui font ce que l'Europe considère comme étant la best exécution. La création exigeante de la Consolidated Tape va permettre enfin aux particuliers de comparer. Et donc l'avenir nous dira qui avait raison dans ce débat. Et c'est, je crois, probablement le plus important pour créer de la confiance dans cet univers de l'investissement. Pardon, je rebondis là-dessus parce que quand même que la continuité puisse créer de la confiance, puisse permettre à des chercheurs, puisse permettre aux superviseurs, puisse permettre de vérifier cette best execution. Dire que les particuliers vont être... C'est une remarque qui m'a été accrochée à là. Beaucoup faite. Pas évident. Je vais juste vous faire une remarque simple. Ouais. Si les courtiers, les plateformes, après chaque transaction, fournissent à leurs clients de manière visible un comparatif entre le prix auquel ils ont été exécutés et le BBO, le European Best Bid Offer, je crois que ça crée de la transparence, ça permettra à tout le monde mais de ça, voir. c'est pas obligatoire, on ne me pas. Non, mais c'est ce que nous allons faire. Là. Oui, mais très bien. Et c'est ce que j'encourage l'ensemble des acteurs. Très bien, mais ça veut dire qu'il faut faire un peu plus. À le faire, bien sûr. Le particulier ne va pas être. Donc, il faut lui fournir. Le particulier n'a pas vocation à utiliser la Consolidated Tape lui-même comme un outil de trading, bien sûr. Mais c'est un élément qui va permettre de... essentiel à mon sens, puisque ça permettra de lever le doute, en fait. Oui, bien tout simplement, les choses seront là et établies et visibles pour tout le monde. Mais ça correspond exactement à ce qu'on avait réclamé dans l'équilibre sur la conso tape, c'est-à-dire ne pas faire une conso tape de trading, mais donner un prix, être capable de fournir le prix au moment du trade à l'exécution pour aider à discerner la meilleure exécution. Et ça, c'est une bonne sortie de ce débat compliqué. La Consolidated Tape ayant d'autres utilités pour les acteurs institutionnels qui vont l'utiliser comme un outil plus précis, évidemment, mais ma perspective étant fondée sur les investisseurs particuliers. Enfin, sur la Retail Investment Strategy, je dirais que le plus important pour améliorer le sort des Européens à moyen terme est de maintenir une union des marchés de capitaux forte. C'est-à-dire que de plus en plus, l'harmonisation se fasse. Voilà, c'est un enjeu absolument déterminant. Les exemples passés montrent que la guerre à laquelle on fait face entre l'Allemagne et les Pays-Bas sur ces sujets-là est infernale et négative pour le processus de création de nouvelles réglementations, et que la seule solution rationnelle est d'avoir une approche basée sur des preuves, des faits, des études, des chiffres, des données, autant que possible dans ce débat-là, et sortir des a priori idéologiques ou des bons mots qui n'apportent pas grand-chose aux investisseurs particuliers.
Pour terminer, je voudrais évidemment saluer et remercier Delphine de me permettre de remarquer que quand vos concurrents font appel à Bernie Madoff, comme Deutsche Börse l'a fait face à mon CEO dans une table ronde à Bruxelles il y a quelques semaines, cela veut sans doute dire que vous n'êtes pas trop loin d'avoir raison, ou en tout cas d'apporter quelque chose au débat, ce que nous essayons de faire avec très peu. En dehors de Bernie. Moi, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a appris et notamment dans le débat qui peut être utile aussi pour le débat actuel qui s'est déporté maintenant vers la Retail Investment Strategy. Moi, j'ai trois messages que je retiens de ce débat sur le PIFOF. Le premier, peut-être, c'est de citer un angle mort dont on n'a pas débattu parce qu'il concerne les institutionnels, mais qui va être un fait marquant de cette révision de MIFIR qui est, pour des raisons complexes sur lesquelles je ne reviens pas, mais plutôt un blanc-seing donné au développement des internalisateurs systématiques. Donc là, on sort du domaine du retail, on est dans un autre type de privatisation, et je précise que c'est une privatisation au sens bilatéralisation et pas en fonction de la nature des capitaux, des flux institutionnels. Et je pense que ça va renforcer les grands acteurs, les grands brokers internationaux. Les Américains en premier chef, et on va accentuer la cannibalisation. Donc on a, entre guillemets, fermé, et on verra à quel point, mais un risque d'aller vers l'extrême américain avec la puissance du modèle PIFOF. On n'a pas fermé ou corrigé ou équilibré cet autre fait marquant, qui est que maintenant dans les systèmes finalement individuels des grands brokers, on est dans un système quasi avec des ordres de plus en plus petits qui sont échangés, alors que initialement c'était prévu, ça devait sortir du multilatéral, uniquement les blocs à l'origine pour revenir à ça. Donc ça, c'est un angle mort qui a été absent du débat très largement, et sur lequel, à mon avis, on reviendra. En tout cas, le débat va sans doute se déplacer vers cette problématique-là. Deuxième enseignement, sur le plan institutionnel, effectivement, on n'est pas passé loin d'un compromis vraiment extrêmement boiteux, puisque à un moment était sur la table l'idée que ce qui sera valable pendant la période de transition soit le régime permanent. Et donc un système qui a été complètement antagoniste avec la logique de marché commun, même pas du marché de capitaux, où finalement on passeporte, on a un tronc commun et on obéit à des règles communes de supervision et de définition des produits, et ensuite on peut les diffuser sur le marché unique. Là, il s'agissait, donc ce qui va passer pendant 2 ans, ce qui est assez boiteux, mais ça permet de fournir une transition. C'est justement un équilibre germano-néerlandais. Les Néerlandais disant, moi je ne veux pas que mon retail soit concerné. Retail sur lequel les acteurs sont puissants par ailleurs, mais bon, voilà. Les Allemands disant, moi je suis pour le PIFOF, et puis ça c'était juste, on avait parlé avec Mathias, les Allemands disant juste Nein, et à la fin on a ce système qui donc a failli durer, dans lequel vous vous trouvez au contraire du marché unique avec un acteur qui donc ça voulait dire, il y avait deux défauts, pardon. Même nous on était contre, c'est pour vous dire. Oui, parce qu'en fait c'était, nous on aurait pu être pour, parce que honnêtement on aurait pu être pour parce que ça cassait tous les modèles de plateforme, mais c'est pas notre vision du monde et de la construction de l'Europe que d'être à ce point à l'envers de ce qui peut être un futur pour les acteurs désirable. On a cité tout à l'heure les acteurs de Chypre. Leur marché domestique n'est pas très important. Mais il y avait 2 problèmes avec ce système. Il y a 2 problèmes. Et premièrement, plus rapide, ça veut dire que finalement, vous n'êtes concerné que si vous avez des brokers qui le font chez vous. Donc, ça devient un choix, en l'occurrence, pour une période de transition, c'est est-ce que vous en avez ou pas. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'effectivement, ça empêche, c'est contre le logique du passeport. Alors, moi, j'avais beaucoup contribué au debate paper sur cet angle-là, en disant il faut vraiment qu'on se saisisse de ce que ça veut dire de la construction européenne aujourd'hui. Et j'avais été inspirée par une autre intervention de Robert à l'AEFR qui avait montré que c'était finalement le contre-coup de la frustration des pays hôtes de ces produits plateformisés, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que d'habitude sur les banques, par exemple, etc.
Et cette frustration, elle a failli casser l'outil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et je rappelle effectivement ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que, à notre avis, l'ESMA s'était positionné en disant MiFID II interdit le PIFOF, mais n'a pas eu d'autorité, puisque c'était des accords de régulateurs, des accords qui s'est plus ou moins purgés dans ce débat-là, mais de manière compliquée. Donc, pour moi, ce que ça dit, c'est qu'il faut qu'on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à avoir une vraie vision de supervision et de qualifiant à la fois la norme de la manière la plus claire possible, presque atteint à l'issue de la période de transition, et l'interprétant. Et donc, ça nous pose le problème, ça revient à la question et c'était la principale conclusion, à la fois rapide mais puissante du debate paper, c'était de dire la vraie solution, c'est d'avoir un vrai débat et d'aller au bout, de ne pas l'ignorer et de le cranter au niveau européen. Donc, on pense que c'est la gouvernance de l'ESMA qui doit être améliorée. Je pense que ça passe par des éléments davantage de supervision directe, ce qui donne pas mal ce qui crée beaucoup de débats et sans doute pas beaucoup de réalisme à court terme, mais qui est un élément qui me semble essentiel. Dernier point sur ce que j'en retire pour la Retail Investment Strategy. Il y a un grand débat sur les rétrocessions. Tout un point qui consiste à dire est-ce qu'il faut chercher un modèle pur, mais est-ce que les modèles purs, c'est bien gentil, mais ensuite, si on n'a plus de modèle, s'il n'y a plus personne, ça ne fonctionne pas. Bon, je pense que ce n'est pas inintéressant de se poser la question de la vraie concurrence entre produits, etc. Donc, je ne cautionne pas tout ce qu'a dit Jean-Michel sur le merveilleux monde des varans, mais je pense que effectivement, il faut aussi penser à ne pas être trop monolithique dans les modèles de distribution qui peuvent exister entre les pays, qui sont quand même des phénomènes assez locaux. Moi, le message que je voudrais passer, il est complémentaire de celui-ci, c'est le danger pour moi de la risque, c'est que l'Europe tombe dans son piège habituel qui cherche de quels instruments elle dispose, et elle a beaucoup créé de complexité et de formalisme dans la méthode pour s'adresser aux clients, avec des tests qui se superposent et qui sont devenus autant de machines à décourager les investisseurs. Donc, le paradoxe, c'est qu'on a des plateformes, des brokers qui vont un peu se réinventer dans leur manière de s'adresser aux clients, dans des phénomènes de digitalisation, etc., d'un côté, et de l'autre, une Europe qui continue d'empiler des choses avec des bonnes intentions et qui, en fait, sont quand même assez castrateur pour les clients. Alors, bon, moi, j'ai toujours une interrogation qui est pourquoi les plateformes arrivent à poser des questions de manière simple et à diriger les clients vers des investissements productifs, et pourquoi les brokers plus traditionnels, peut-être en surpondérant la conformité, n'y parviennent pas. Mais le phénomène est quand même là. Et donc, je trouve qu'à travers ces différents tests, on devrait aussi avoir un test qui est est-ce que je ne vais pas à l'encontre du client en le privant d'amélioration de son sort pour paraphraser Mathias, c'est-à-dire aller vers des investissements qui vont procurer un rendement dans la durée en fonction de voilà. Alors je pense que cette surfocalisation de l'Europe sur le process de distribution et son micromanagement dans la manière dont on s'adresse aux clients ne fournit pas de bonnes solutions. Un des points que je vois comme une menace et qui va à l'encontre d'ailleurs de ce que l'AMF souhaite aujourd'hui, c'est de dire qu'on a le retour des autorités host, disant vous commercialisez chez moi, il n'est pas question, je veux avoir une connaissance, c'est normal, mais aussi une maîtrise de la manière dont vous commercialisez les produits chez moi. Et ça, si on le développe trop, c'est contradictoire avec l'idée d'un marché unique. Désolé. Oui, mais en même temps, si les pays hôtes ne sont pas suffisamment sécurisés, ça ressortira par des ailleurs. Donc, c'est la mauvaise réponse à une bonne question, de mon point de vue. Mais la vraie réponse, c'est une unification de la
supervision et du contrôle, et pas le retour vers... Tout à fait. Et c'est un mécanisme extraordinairement fort, parce qu'avec la digitalisation, la plateformisation inéluctable et souhaitable de toutes ces opérations, bah, les pays home deviennent nerveux. Et on voit que le modèle est là, n'importe. Enfin, c'est peut-être, pardon, Jean-Philippe, vous avez évoqué la nécessité de garder une subsidiarité assez forte. Comment est-ce que vous la voyez concrètement, dans quel domaine, et en particulier en matière d'opérations avec les particuliers, retail? Comment vous voyez les choses? Merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, oui, pour nous, je me garderai de solutions qui sont, tout à l'heure, on a dit le retail, on pourrait dire aussi les marchés, blabla. Bon, je me départirai beaucoup de modèles de réflexion qui, en gros, ont trouvé l'équation de Maxwell qui marche tout le temps, parce que malheureusement, c'est pas le cas. Et en fait, il faut régulièrement qu'on repose sujet après sujet, et il n'y a pas une définition. On a trouvé le parfait curseur national versus européen. Je pense qu'à chaque fois, il faut qu'on se repose cette question. Ce sera par exemple le cas quand on parlera de value for money. Il faudra se poser la question, si on veut se benchmarker, quelle est la bonne disposition. Et par exemple, quand on benchmarkera un fonds ou quand on benchmarkera un produit structuré, on pourra avoir des approches différentes, sans rentrer trop dans le détail. Moi, je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis plus girondin que jacobin. Je vais me permettre une seconde d'aller chercher une auteure que beaucoup de gens aiment bien, c'est Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, qui a fait les travaux qu'on connaît sur le totalitarisme, elle se défiait beaucoup de modèles où on disait la volonté générale ou le citoyen, etc. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que elle était bien consciente qu'une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie qui dit, voilà, on a des objectifs et on a des intérêts qui peuvent s'affronter. Et non, on n'a pas forcément tous les mêmes intérêts. Mathias a eu raison de dire qu'autour de cette table, à part évidemment notre régulateur favori, mais nous sommes des entités for profit, et on a évidemment besoin de concilier ce profit, y compris pour les marchés réglementés, avec les exigences de respect du client, d'information des prix, etc. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être appelé. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi j'avais une petite remarque à faire aussi sur ces fameux clients retail. Et alors là, je vais citer un autre. D'abord, avant de le citer, je pense qu'il faut bien connaître cette population. Et oui, il y a une énorme différence. Il n'y a pas un retail, de même que je disais, il n'y a pas des ordres retail qui nous attendraient dans un gisement. Il n'y a pas un client retail. C'est là où je voudrais citer Lord Royce, l'un des deux patrons de Rolls-Royce, quand il disait "Take the best and make it better". Une chose qui est bien dans cette réflexion sur risque, je pense, c'est effectivement d'essayer de prendre le mieux de MiFID 2 et de le poursuivre. Et parmi le mieux de MiFID 2, pour moi, ce qui a été un énorme développement positif, ça a été la réflexion de la gouvernance produit et des cibles de marché. Pourquoi c'est important ici? Parce que j'entends très bien ce qui peut être dit sur, effectivement, si on dit le retail et c'est une valeur moyenne et c'est gaussien, si on l'applique dans les supermarchés, tout le monde part avec le paquet de nouilles et 2 légumes. Si on l'applique dans les légumes, je ne sais pas comment Mathias, qui est grand, va pouvoir s'habiller, etc. Donc il faut évidemment que chacun trouve quelque chose à sa portée. Et donc, la cible de marché, pourquoi c'est très important dans notre débat? C'est qu'il y a deux piliers de la rémunération en finance, tout le monde le sait. C'est finalement pour combien de temps est-ce que vous me confiez votre investissement et à quel niveau de risque vous acceptez de le placer. On ne peut pas accepter, et c'est le lien avec Hannah Arendt tout à l'heure, on ne peut pas accepter que on dise la volonté générale, le client, c'est forcément quelqu'un qui est toujours sur 8 ans avec risque zéro. Il y a des gens qui vont vous dire moi, je préfère être sur peu de temps. Et oui, je prends ce risque. Et oui, je le connais. Et oui, je fais partie d'une cible de marché distincte, totalement distincte du client qui, lui, n'a pas d'expérience, veut zéro risque et veut rester longtemps. Je crois qu'il faut quand même rendre justice. Donc, Mathias va se reboucher les oreilles une deuxième fois, mais j'ai aussi mes cousins de Boursorama que je représente en disant ça. Il faut rendre justice au travail qui est fait. Alors, encore une fois, je suis avec une perspective ici plus produit de bourse.
Mais on a le droit aussi d'ailleurs d'acheter des actions peu de temps, hein, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier non plus, parce que ça c'est souvent quelque chose qui est omis, les personnes qui achètent et qui sont désireuses de garder leurs instruments longtemps. Ces personnes-là, ça ne les empêche pas de regarder tous les jours le prix de leurs instruments et d'être content que cette liquidité existe. Et cette liquidité, elle est aussi construite par leurs cousins qui, eux, sont plus preneurs de risques et donc alimentent au quotidien et sont prêts à tenir des positions plus courtes. Je pense que c'est important de ne pas dissocier. Un marché a besoin de ces deux éléments. Ça me paraît absolument fondamental. Un petit point aussi par rapport aux teneurs de marché. Alors là, encore une fois, hein, je suis toujours de ma lucarne. On va être assez direct sur le marché des varans, par exemple. C'est pas est-ce que les teneurs de marché risquent de monopoliser la liquidité. J'ai, dans une vie antérieure, travaillé dans une institution respectable qui se trouve place de la Bourse, travaillé avec Euronext sur la liquidité de ces produits, et cette liquidité n'existe pas sans l'apport des teneurs de marché qu'on appelle apporteurs de liquidité. Donc, encore une fois, gardons-nous de modèles trop génériques pour ces instruments. Mais j'insiste bien, ce que je dis là, ce serait différent des actions. Pour ces instruments, on a besoin du rôle des teneurs de marché. Bon, petit point. Alors, maintenant, petite perspective sur la pérennité des free trade. Et donc là, je vais livrer un scoop puisque on ira retrouver cette institution en place de la bourse pour lui exposer un petit peu nos visions. Donc, scoop qui est que nous avons l'intention de bien défendre, encore une fois, cette différence entre des schémas, et j'insiste bien, je vais être très très précis sur ce que je dis, des schémas de remboursement aux clients, de ces frais d'exécution, et non pas de constitution d'une marge bénéficiaire pour un courtier qui achète les produits X ou Y. Un autre point très important, le schéma des free trade. Et ça, c'est très important, ça n'est pas un schéma dans lequel un producteur achète l'exécution sur une place de marché. Un producteur de produits de bourse, que ce soit un BNP, un SocGen, un Unicredit, etc., qu'est-ce qui l'intéresse? C'est que le métier que font des gens comme Mathias ou Bourseau, ce soit par la discussion avec les clients retail, par leur éducation, par leur accès, générer des ordres et non pas les faire exécuter pour SocGen, que les ordres soient exécutés sur Euronext, sur CATS, LOX ou d'autres places, ça nous est totalement égal. Donc on n'est pas dans une logique de vouloir canaliser des ordres vers une place particulière. On peut évidemment tenir compte dans le modèle des frais partout, mais ça c'est très important. Et du coup, en fait, c'est une proposition donc évidemment de maintien des free trade qui sont distincts puisqu'ils visent la génération de l'ordre. J'espère que je n'ai pas été coupé parce que je vois que mon réseau n'est pas excellent. Donc, ils visent la génération de l'ordre et pas son exécution sur une place. Et donc, j'en finis de 3 mots. Ce que nous allons proposer, non seulement à nos membres producteurs, mais aux distributeurs, c'est un schéma de gouvernance. C'est un schéma de gouvernance qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est d'abord la revue des accords. S'assurer qu'on se dit qu'on n'est pas orienté vers vers un lieu d'exécution. D'abord, assurons-nous contractuellement que c'est bien le cas. A priori, des premiers tours que nous avons, ça l'est. Deuxième, ok, c'est bien le cas, mais est-ce que de facto, vous auriez une place de marché qui est privilégiée, oui ou non? Et enfin, un contrôle de la meilleure exécution. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les teneurs de marché injectent les mêmes prix partout. En gros, le monde vers lequel nous nous dirigeons, c'est un monde dans lequel il y a peut-être, je ne sais pas, du Euronext, du CATS, du LOX, et les ordres peuvent être exécutés sur différentes places. Alors parfois, il peut y avoir une place qui est dominante à un moment et ça peut changer, mais c'est bien le schéma que nous envisageons. Donc ça n'est pas un schéma, je tiens à insister beaucoup, dans lequel il n'y a qu'une seule place de marché possible. Et je pense qu'en cela, nous sommes dans l'esprit de l'interdiction à laquelle, du coup, nous ne sommes pas, à mon avis, assujettis, mais ça se va poursuivre. Et de la concurrence. Pardon, oui, tout à fait. Et de la concurrence. Merci. Complètement. Voilà. Pardon, dernier. Non, vous vouliez conclure?
Non, je vais m'arrêter là et je serai en revanche prêt pour les questions-réponses. Philippe, Home Host, quel est le... Alors, Home Host dans la retail pour les clients, pour la clientèle de particuliers, hein, où il y a une sensibilité plus forte. J'ai un grand regret dans la Retail Investment Strategy, c'est en tant que régulateur, moi je me nourris de données qu'on nous envoie et le mécanisme d'envoi des données aux régulateurs est quelque chose qui date de l'époque où un client, un retail domestique, allait traiter sur des instruments domestiques, sur des courtiers domestiques. Et les mécanismes de transparence ont été faits sur cette base. Bien évidemment, ça a évolué. Et aujourd'hui, lorsque j'ai un retail français qui va traiter sur un instrument non français, par exemple américain, chez un courtier non français, par exemple le Trade Republic, Allemand, ou une valeur allemande, sans aller chercher. Américaine ou allemande, non domestique, je n'ai pas cette information. Et donc, effectivement, on est dans le côté home host, le régulateur home a toute cette information, mais moi, j'aimerais pouvoir l'obtenir tout simplement pour comprendre comment va évoluer mon retail, comment il intervient, quelle est la composition de ses portefeuilles, etc., etc. Et ça, je ne l'ai pas. On a essayé d'introduire dans la Retail Investment Strategy une modification des ordres de retransmission de ces données aux régulateurs, et jusqu'à présent, nous avons perdu. Nous avons perdu parce qu'effectivement, il y a des régulateurs home qui disent « Ah non, moi je ne veux pas que des régulateurs host puissent aller scruter ce que je fais et en fin de compte, on me reprochera peut-être de ne pas bien superviser les entités, etc. » Et nous avons même perdu au niveau de la centralisation parce que nous disions après tout, nous, on aimerait bien les avoir, mais si on ne les a pas, si ça pouvait être centralisé à l'ESMA, ce serait une bonne idée que ce soit centralisé à l'ESMA. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à intégrer ça dans la Retail Investment Strategy. Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion ratée, et c'est une résurgence du débat Home Host auquel faisait référence Robert. Alors, oui, effectivement, j'aimerais bien avoir ces données. Oui, ça vient contre le principe de construction européenne. D'accord, on va faire ça à l'ESMA, mais même le faire à l'ESMA ne passe pas. Donc, surtout le faire à l'ESMA. Quelle horreur. Alors même que nous, on est redevable de dispatcher tout ça dans des RTS. Oui, mais ce serait beaucoup plus simple pour vous. Et on s'expose d'ailleurs à des situations dans lesquelles les différents régulateurs ont des systèmes de collecte. Enfin, ça veut dire qu'in fine, personne n'a une vue globale de ce qui se passe. Personne n'a une vue globale de ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Et plutôt que, pour moi, c'est vraiment critique d'avoir cette vue globale, non, le mécanisme de construction européenne va plutôt sur des mécanismes un peu compliqués de rémunération des services. Alors, il ne critique pas la rémunération des services, mais il se pose la question de juste rémunération des services, et on va sur des notions très compliquées de reasonable cost basis, etc., etc. Value for money. Value for money. Là, jusqu'à présent, tout ce qui avait été fait au niveau européen pour aller vers cette juste rémunération des services, c'était rajouter de la transparence. Donc, on rajoute de la transparence, et à partir du moment où il y a de la transparence, les gens sont assez grands pour faire jouer la compétition, etc. Et j'ai peur qu'on tente d'aller plus loin et de construire quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre et qui ne donnera pas nécessairement les résultats désirés. Pervenche, qu'est-ce que cela vous inspire et comment vous voulez conclure sur ces débats? D'abord, toutes mes excuses aux intervenants, aux participants de ne pas être autour de la table.
C'est pourtant un débat qui me tenait beaucoup à cœur en tant que présidente de l'AEFR, mais je suis retenue à Bruges pour une journée entière de présentation d'un travail que j'ai mené par ailleurs, qui est le rapport franco-allemand sur le défi élargissement-approfondissement, que je vous invite par ailleurs tous à lire parce que c'est une bonne base pour cette discussion qui vient aussi. Non, merci Robert de la façon dont vous avez pu animer ce débat, la qualité des interventions. Honnêtement, on a commencé cette discussion avec des positions très différentes et on l'a entendu ce matin, mais je crois que l'AEFR est là exactement où on l'attend et où elle peut être utile, c'est-à-dire un endroit où chacun vient présenter son point de vue, pas uniquement pragmatique, à la fois avec son point d'entrée dans la discussion, il approche la théorie du marché intérieur ou de l'union des marchés des capitaux. Et donc, on était vraiment dans ce point d'équilibre avec beaucoup d'enseignements. Par rapport au moment où on a commencé à travailler sur l'enjeu du PIFOF, évidemment, la situation est radicalement différente, puisque là, nous travaillons non pas pour les livres d'histoire, mais pour les livres d'enseignement, sur un risque à côté duquel on est passé très près, mais on voit bien que la tension, compte tenu du point d'équilibre auquel on est arrivé dans la discussion et à l'interdiction en perspective du PIFOF, a un peu modifié la donne. En vous écoutant de loin, ça donne toujours un peu plus de recul. Je me disais, mais au fond, on est quand même sur des sujets très pratiques, très pragmatiques, et on manie tous les concepts de l'Union européenne. À propos d'un aspect qui peut paraître difficile à faire comprendre au grand public, et je retrouve ce laboratoire qui est très souvent le marché des services financiers par rapport à l'Union européenne. Et très souvent, des enjeux que l'on voit, parce que sur les marchés financiers, il y a des technologies qui sont appliquées pour la première fois ou qui permettent d'aller pour la première fois, bousculer des pratiques existantes par rapport à des concepts sur lesquels reposait le marché intérieur, doivent être vraiment considérés comme un laboratoire pouvant éventuellement un jour ou très certainement déborder sur d'autres champs d'application de la législation européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse que parmi les participants à distance aujourd'hui, nous avions un membre de l'équipe de Enrico Letta, puisque comme vous le savez, Enrico Letta est chargé d'une mission par le Conseil et la Commission sur l'avenir du marché intérieur. Et je veux lui dire d'ailleurs que nous sommes, mais je l'ai dit il y a 2 jours directement à Enrico Letta, je pense que nous sommes tous absolument à sa disposition s'il veut qu'on organise une réunion de travail sur comment est-ce que les enseignements qu'on doit tirer de cet épisode sur le fonctionnement du marché intérieur. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs concepts qui ont été maniés ce matin qui m'ont à nouveau beaucoup interpellée. Et d'abord, Philippe Cavrois, j'espère que vous n'allez pas être choqué, mais c'est vrai que quand vous avez parlé de subsidiarité, je me suis dit, aïe, 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 où est-ce qu'on va? Bon, alors Robert Ruffel, à sa manière, vous a aussi demandé de préciser votre pensée. On est là vraiment sur du très subtil, hein, ou sur du très tenu, parce que il se trouve qu'on avait hier matin à l'AEFR toujours une matinale sur les enjeux de PSD3. Et sur PSD3, une des grandes demandes, notamment du Haut Comité juridique de place, c'est de dire qu'il faut absolument suivre les enseignements de Larosière et aller vers un règlement et pas une directive. Donc, il faut exactement savoir quelle est la place de marché qu'on veut organiser en réalité. Et ça me conduit à ce qui était le point de départ de ce debate paper que nous avions initié, où à l'origine, il se trouve on est arrivé au PIFOF parce que c'était le point d'entrée brûlant sur le marché, mais le point de départ, c'était de dire, et ça rejoint un peu les préoccupations de Trade Republic, le point de départ, c'était de dire pourquoi est-ce que
chez les retail, pardon, chez les particuliers, il n'y a pas une fluidité réelle pour profiter de cette belle place de marché qu'on a construite jusqu'à présent, d'abord pour les professionnels, puisque tout ce qui concerne l'investissement transfrontière des particuliers reste parfaitement marginal. La vérité, c'est qu'on a dû renoncer à cet angle pour notre debate paper, parce que simplement les données de marché, les données pragmatiques de collecte, donc de la transparence de ce qu'est ce flux transfrontalier, sont quasiment inexistantes, ou en tout cas très on n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir analyser ce phénomène qui est quand même très important. Alors, je ne sais pas si Enrico Letta va les trouver, mais ça fait partie quand même de ces grandes questions structurantes sur lesquelles cet épisode PIFOF nous oblige à revenir. Après, sur le concept de concurrence, on voit bien, et je crois que c'est à nouveau Jean-Philippe Cavrois qui a interpellé l'idée d'une concurrence entre places de marché. Et le traité, de ce point de vue-là, ne nous aide pas beaucoup pour définir la hiérarchie des enjeux, hein. Donc, ça reste un débat très politique, où je vais revenir dans un instant sur le rôle de la Commission. Mais sur cet arbitrage entre les différents concepts que l'on retrouve dans le traité, est-ce qu'on parle de la concurrence en tant que concurrence entre les acteurs, ou concurrence en tant qu'élément de transparence permettant la meilleure définition du prix? Et ça, ce n'est pas qu'une approche pragmatique, c'est aussi une question un tout petit peu théorique, sur lequel, justement, j'en viens au rôle de la Commission, à son approche sur ces sujets-là. On a parfois un peu un trouble, parce que, bon, la Commission, elle est... comme je crois que c'est titre de Trade Republic, vous avez dit, au fond, il ne faut pas regarder trop les modèles théoriques, il faut voir concrètement qu'est-ce qui existe sur le marché et comment est-ce que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Parce que dans l'approche de la Commission, elle doit mettre en œuvre des grands principes qui sont ceux du traité et de la législation européenne. Et dans ce qu'a voulu le traité et la législation européenne, il y a à la fois la concurrence, il y a à la fois la transparence, mais il y a une obligation, me semble-t-il, de penser comment est-ce que ces concepts s'adaptent à la montée en puissance de nouvelles technologies. Et c'est vrai dans le débat PIFOF, c'est vrai dans le débat RIS. Or, cette réflexion un peu stratégique sur, pour dire les choses brutalement, comment la numérisation de l'économie, comment l'émergence du travail des plateformes bouscule ces concepts, n'est pas fait. Ça nous conduit à l'exercice PIFOF, je vais y revenir dans un instant, mais ça nous conduit aussi à l'exercice RIS, où, pour prendre en compte un acteur entrant, on bouscule totalement une économie existante. Sur PIFOF, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur ce thème, parce que c'est exactement, je trouve, encore une fois, ce qui peut faire le sel du travail de l'AEFR, c'est-à-dire à travers un exemple concret, de comprendre les enjeux. Et franchement, il faut quand même, et ça m'amène à corriger un tout petit peu ce que je viens de dire sur la Commission, parce qu'il faut se souvenir qu'initialement, la Commission voulait interdire le PIFOF, donc elle était bien sur la ligne. Et pourquoi est-ce que j'ai été très inquiète de ce qui s'est passé au Conseil? C'est parce que pour arranger une situation de coexistence de systèmes, donc est-ce que c'est de subsidiarité entre des États membres, on était conduit à proposer une solution qui conduisait à détruire le marché intérieur. Et je pèse mes mots, au moment même où, évidemment… En revanche, juste peut-être pour nuancer ce que tu dis, la Commission avait proposé initialement l'interdiction, mais ensuite elle a quand même assez rapidement flageolé, et elle a été pas mal à la manœuvre pour proposer des compromis bizarres. Donc, sur le papier, elle a été très pure. Dans la réalité, la Commission a dû se mettre vent debout contre les compromis anti-marché unique, et je trouve qu'ils ont été quand même pas
Oui, mais je suis Pas d'accord très avec ferme. toi, mais c'est pour ça que ça reboucle sur ma question fondamentale, qui est comment est-ce qu'ils revisitent leurs concepts fondamentaux au regard de l'évolution des technologies. Et ça, ils ne le font pas, que ce soit pour RIS ou pour PIFOF. Mais au point de départ, je suis d'accord avec toi. Donc, sur le risque que, enfin, l'idée que, alors qu'on est sur un sujet fondamental de fonctionnement du marché intérieur, on puisse au Conseil valider un compromis qui dit sur le produit le plus liquide quand même, qui est les produits des marchés financiers, dire on a une exception nationale. Enfin, je ne sais pas quels sont les universitaires autour de la table, mais d'un point de vue théorique, et là la théorie compte un tout petit peu, totalement contre-productif. Et, et finalement, j'ai été étonnée parce que ce matin, on n'a pas parlé autant que ça. Ça pose aussi la question quand même des enjeux de supervision. Or, c'est dans les chantiers futurs pour la prochaine commission, je ne sais pas sous quel angle et comment ils aborderont ce must-have qui est l'amélioration ou l'intégration des mécanismes de supervision des marchés. L'idée qu'on développe un PIFOF avec une exception nationale sans avoir de superviseur capable de regarder comment ça fonctionnerait, c'était là aussi, et sans loi extraterritoriale au sein de l'Union européenne, on aurait été quand même dans un paradoxe complet. Conclusion, je crois que d'abord, encore une fois, je remercie vraiment beaucoup chacun des intervenants en temps de le faire parce que vous avez joué le jeu et je me réjouis qu'on ait pu mener ce débat. C'est un débat qui aujourd'hui n'est pas dans une température ultra chaude, mais c'est vraiment un creuset pour réfléchir à ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire à la fois en termes de services financiers, d'union des marchés des capitaux et de marché intérieur. Donc encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on est au bout de notre. Oui, on est au bout. Je peut-être quand même, Robert, excusez-moi, je sais qu'il y a Emmanuel de Fourneau. Alors, on prend une question. Allez, Non, mais j'ai plus de questions. Ah, c'est vrai. Vous avez apporté à peu près tous les parties. Nous Je étions. rebondis un peu, pardon, monsieur le fond de la MEF. Je rebondis quand même, je crois que, effectivement, le docteur c'est Jean-Philippe Carrois, et sur la spécificité des produits de bourse, et on regarde la réglementation sur l'interdiction du PIFOF. Je pense qu'il va falloir qu'on ait des réflexions, notamment de régulateurs préférés. Je lève en phase à Bappi avec l'association de. Incroyable. Il est préféré parce qu'il est unique. Donc, mais on ne peut pas tout faire. Je veux dire, je vois bien, les clients peuvent être différents, les produits peuvent être différents, les conjonctures, mais la subsidiarité, c'est quand même différent. C'est autre chose. C'est de dire que dans un pays, il y a de telles spécificités qu'il faut avoir un régime particulier. Je veux dire, dans les marchés de capitaux, pour le justifier, il faut quand même se lever, il faut en mettre beaucoup. Mais non, c'est juste une remarque très courte pour dire que pour être au contact d'une bonne douzaine de régulateurs européens, je peux me lever et confirmer que tant à la CPR qu'à l'AMF qu'à la Direction Générale du Trésor, on a beaucoup de chance en France d'avoir ces institutions-là. Voilà, c'est pour toi, Philippe. Écoute. Je voulais quand même le dire parce que c'est bien pire ailleurs. C'est pour toi. Je confirme que c'est bien notre régulateur préféré. C'est pour toi. J'appuie le propos de Mathias depuis l'extérieur. Merci et puis bonne journée. Merci à vous. Merci à la VFR et merci à Ferro.